Nathalie Nagar, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors, ravi de vous accueillir dans Au-delà des lignes parce qu'effectivement, le public, vous, connaît bien. On a parfois l'habitude de dire qu'on ne vous présente pas ou vous présente plus, mais en fait, il faut continuer donc à le faire. D'autant plus qu'on va découvrir aujourd'hui, dans les jours qui viennent, un autre aspect de votre personnalité, journalistique et médiatique puisque vous publiez, un livre qui sera donc en librairie le 5 juin, qui s'intitule «Les journalistes se cachent pour pleurer», publié chez VA Éditions. C'est le récit d'un reportage sur un terrain auquel on n'a pas accès en général. L'autre côté, l'envers du décor. On pourrait même dire, depuis le 7 octobre, l'enfer du décor. Et comment justement vous êtes passé le 7 octobre de l'être privé qui subit, qui a le droit d'avoir peur, qui a le droit d'être en colère, à la position en quelques instants professionnelle, celle du récit, de la distance, de la mise en perspective et justement d'une forme je dirais, de contrôle. Tout simplement, comment on tient? Comment on tient? Je pourrais vous retourner cette question, Mickaël, mais je crois que justement on tient grâce à ce sentiment de mission. Hem, Au départ, les couloirs de la rédaction d'i24 News étaient silencieux, un silence qui était glaçant. J'avais jamais connu ça en 10, 11 ans, d'émissions quotidiennes, d'émissions hebdomadaires aussi. J'avais jamais rencontré cette rédaction, cette newsroom comme on l'appelle, ici en Israël. Je l'avais jamais rencontrée si fébrile, si touchée, si muette. Et puis quand, le décompte se fait dans l'oreillette, 3, 2, 1, la caméra qui s'allume, on se dit: «Non mais oh, je suis ailleurs là. Là maintenant, il va falloir rapporter aux autres ce qu'on vit nous ici. Il va falloir mettre le masque, parce que parfois c'est vraiment comme ça qu'on fait. Il va falloir sécher les larmes, parce que parfois ça se passe en plateau en direct, hein, les larmes. On peut pas cette boule dans la gorge, on peut pas s'en séparer, on peut pas la mettre de côté. Et puis on y va, on rapporte, on dit, on explique, on essaye de faire ressentir ce qu'on vit ici. Donc voilà, je pense que comment on tient? Ben moi, comment j'ai tenu? En écrivant et en me disant que tout ça, c'était au-delà de moi, au-delà de nous, qu'il fallait absolument faire sentir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais plus globalement au monde entier, qu'il fallait leur montrer ce qu'on vivait, que c'est pas simple, ni pour les uns ni pour les autres. Il n'est pas question là de se victimiser ou de... Voilà. Mais la guerre, c'est vraiment quelque chose... Alors justement, Vous savez, quand et j'étais étudiante en journal... Pardon. allez-y, terminez parce que je voudrais vous faire rebondir sur un sujet justement. Quand j'étais étudiante, je me disais: «Ah ouais, moi je voudrais être reporter de guerre parce qu'on c'est là qu'on est dans le vrai, c'est là qu'on va au plus près des choses». Et ben voilà, j'ai été écoutée, et on a été vraiment, propulsés à l'intérieur d'une réalité, que moi, peut-être très naïvement, en tant que journaliste, mais en tant que femme aussi, à laquelle je m'attendais pas du tout. Parce que vous êtes effectivement en train de travailler avec cette matière de la guerre qui est votre matière professionnelle depuis le 7 octobre, mais et vous n'avez pas justement là-dessus totalement répondu. Hem, Comment ça s'est passé le 7 octobre? Comment vous êtes passé de votre vie, de cet être privé que vous êtes aussi, à tout d'un coup la professionnelle qui devait parler de la même chose, mais sans ressentir ou sans faire transmettre trop de sentiments? Je suis pas certaine, qu'on ait réussi tous, pas seulement moi, à ne pas transmettre de sentiments, à ne pas transmettre d'émotions. Parce que les témoignages, quand on fait parler quelqu'un en plateau, quand on amène en plateau une victime, de Nova, une rescapée de Nova, quelqu'un qui a survécu, à un drame, un soldat qui a vu des choses horribles, alors on reporte notre émotion sur notre invité et à travers notre invité. Et je pense que, la seule chose qui m'a permis de tenir vraiment et d'avoir, de placer cette espèce de masque du professionnel, du journaliste, c'était de me dire: «Voilà, moi je suis un média, je suis une espèce de vecteur, de tuyau si on veut, simplement pour raconter ce qui s'est passé à un certain endroit, à un certain moment». Et c'était ma seule façon d'arriver à me détacher, c'était de me dire: «Bon alors voilà, là maintenant, j'ai ouvert le robinet». Le robinet, c'est celui que j'ai invité en plateau. Il va passer dans le tuyau de notre émission et puis il va pouvoir répandre toutes ses émotions,
heu, vers les téléspectateurs et vers ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et c'est pour cela que vous avez eu, que vous avez eu l'envie d'écrire ce livre? C'est comme cela qu'est née l'envie d'écrire ce livre, d'aller au-delà aussi finalement de votre ligne, éditoriale, au-delà de votre, démarche télévisuelle? Bah, parce qu'à un moment, si on continue à filer la métaphore de l'eau, à un moment ça débordait. À un moment, les émotions, fallait qu'elles s'expriment. Et ça s'est imposé à moi. C'était pas vraiment réfléchi, c'était pas vraiment conscient, peut-être même au départ. J'avais besoin d'écrire. Chez moi, écrire, c'est frénétique presque. Et là, c'était vraiment le cas. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin d'expliquer en fait aussi. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, Michael, en tant que journaliste, mais euh, le journaliste, de façon générale, il est très souvent pris à partie. Il est très souvent traîné dans la boue. On le critique beaucoup. Il a fait mal ceci, il a fait mal cela. Il n'a pas répondu à ça. Oh ben dis donc, c'est quoi cette question? On le prend beaucoup à partie. Mais en fait, le journaliste, c'est un être humain. Il réagit, il pose des questions en fonction de qui il est, d'où il vient. Et ça, j'avais envie de l'expliquer. J'avais envie de le poser aux téléspectateurs et, euh, et de nous expliquer d'une certaine façon, de m'expliquer moi en tout cas. Et c'est vrai que d'ailleurs, on a souvent le sentiment que finalement, parfois, le journaliste devient plus important que l'événement qu'il traite ou que de la personne qu'il reçoit, alors qu'en fait, le plus important, ce sont les réponses et non pas tant les questions. Dans cette chaîne, dans i24 News, il y a également, beaucoup ne le savent pas, en France notamment, une rédaction arabe. Comment ça se passe depuis le 7 octobre avec, les confrères, les consoeurs qui, Alors, appartiennent, à la société, arabe en Israël? je suis très contente que vous me posiez cette question parce que ça permet de leur rendre hommage. Parce qu'ils ont pas la vie facile non plus. Quand on parle de journalistes, il semblerait qu'il y ait des degrés hein, de journalistes, il y ait des degrés de menaces aussi auxquels les journalistes sont confrontés. Depuis le 7 octobre, il y en a beaucoup au sein de la rédaction arabophone d'i24 News qui ont été l'objet de menaces. Euh, Ça fait peur hein, de recevoir des menaces. On va brûler ta maison, on Parce va, qu'ils on va travaillent pour une chaîne israélienne, qui parce est, qu'ils travaillent pour une chaîne i24 News. qualifiée, tout à fait, qualifiés de sionistes dans les villages dans lesquels ils vivent et par certaines communautés. Ça a été très compliqué pour eux. Certains ont dû démissionner. D'autres ont continué à se battre. La rédaction d'i24 News, et c'est ça qui est très particulier et qui est très beau. Et je pense que ce microcosme-là, il devrait être un exemple pour toutes nos sociétés. On arrive à tous vivre ensemble. Il y a plus d'une trentaine de nationalités. Il y a plusieurs religions qui se rencontrent et qui vivent ensemble. On allume les bougies de Hanouka sur i24 News. On a un sapin de Noël sur i24 News. On fête l'Aïd sur i24 News. Et c'est ce vivre ensemble qui nous a aussi permis de continuer à y croire dans les jours sans. Vous savez, ces jours où on se lève, où on entend encore un autre nom à publier d'un soldat qui est tombé au combat, etc. Les jours où on se dit ça va jamais s'arrêter. Et ben en fait, on voit la richesse de cette rédaction et on se dit que finalement, il y a de l'espoir. C'est en fait, au fond, une sorte de bubérisme, appliqué là que vous décrivez. C'est effectivement très intéressant et assez peu connu, de beaucoup de monde dans le grand public et de la part de ceux qui regardent la chaîne, évidemment surtout, en français. Pour revenir à votre activité et à cette tension, vous êtes évidemment, on l'a compris, en première ligne tous les jours de récits terribles, hein, depuis le 7 octobre. L'ex-otage qui parle des viols ou le père de Ronnie Echel, Eyal Echel, qui parle à sa fille quand il est encore persuadé qu'elle est encore vivante. Cette interview vous a beaucoup marqué. Vous y consacrez un chapitre, un moment particulièrement prenant. Pourquoi? Ça m'a énormément marqué parce que ça se passe le 6 novembre, donc c'est un mois à peu près après le 7 octobre. Et 30 jours après le 7 octobre, Eyal Echel ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de sa fille, Ronnie. Il ne sait toujours pas si elle est vivante ou Elle fait morte. partie de Il la la communauté croit des au guetteuses, hein, ce qu'on appelle les observatrices, les fameuses soldates, c'est Anna sentinelle, Khalos, qui exactement, avaient vu, observé, analysé, alerté et qui n'ont pas forcément été entendues. qui n'ont pas été entendues. Et Ronnie, il le sent, il le sait, sa fille, elle est encore en vie, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune hésitation là-dessus. Elle est seulement
otage à Gaza, mais il s'adresse à la caméra et il dit: «Maroni chérie, attends-nous, on arrive, on va te libérer». Le lendemain de cette interview, on voit Roni annoncer que finalement des archéologues, et j'insiste sur le terme archéologue, parce que pour moi, les archéologues, et je pense que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent aussi, les archéologues, c'est ceux qui découvrent les restes des dinosaures. C'est pas ceux qui regardent si un mois plus tôt, il y a une jeune fille qui a été assassinée ou pas. Eh bien, des archéologues ont retrouvé des restes de Roni pour dire, 30 jours après à Roni, que sa fille n'est pas à Gaza, mais qu'elle a été assassinée le jour du 7 octobre. Et comment on peut rester indifférent à ça? Comment on peut rester indifférent à la détresse d'un papa, à l'attente d'un papa? Et aujourd'hui, il a un combat bien différent, Roni. C'est celui de, a posteriori, faire entendre la voix de sa fille et de toutes ces filles, ces sentinelles, ces observatrices qui avaient crié au loup pendant des mois et des mois avant le 7 octobre et qui n'ont pas été entendues. Et ce combat, il reste empreint. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, et c'est intéressant qu'on intervienne juste après cette discussion que vous avez eue sur Boober, parce que quand on rencontre quelqu'un, le moi et le tu, ça se mêle, ça se mélange. Aniveata, hein, comme Reichenstein que vous venez de diffuser le dit, c'est toi et moi, c'est moi et toi. Et ben voilà, Eyal Eshel, il est à l'intérieur de nous aujourd'hui. Quand on l'a rencontré une fois, on vit sa détresse et elle nous accompagne. Et puis aussi, on a entendu, progressivement, on a entendu votre colère à l'antenne, hein. On a commencé à voir, à comprendre que toutes vos émissions hebdomadaires, le dimanche, notamment, démarraient avec un édito, un papier, mordant, sans concession. Il y a eu l'adresse, l'interpellation à monsieur l'antisémite, il y a eu l'adresse au vendeur de falafel à Gaza. Enfin, c'est des souvenirs, que j'ai ramassés, que j'ai notés. On a évoqué, voilà, effectivement, l'altérité, l'autre, en parlant de la pensée de Buber. On a évoqué très souvent ce qu'on appelait une Shoah moderne qu'on a vécue avec le 7 octobre. Alors, vous vous posez également une question dans votre livre, et d'ailleurs, vous l'écrivez, c'est assez intéressant. Vous dites, est-ce qu'on va, comme après 1945, découvrir des justes dans ce territoire que vous qualifiez de non-nation, c'est-à-dire la bande de Gaza? Est-ce qu'on va trouver a posteriori des gens qui se seront élevés, qui auront caché pour bien les traiter, pour protéger ces otages? C'est rare parce qu'au fond, on n'en parle pas souvent en fait de ce qui se passe de l'autre côté. Et vous posez cette question en disant, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas des gens bien quand même? Bah oui, il y a beaucoup de corrélations qu'on fait, enfin que moi en tout cas j'ai pu faire de par la détresse aussi dans laquelle je me trouvais avec la Shoah. Euh, Certaines questions que je me pose, par exemple, si on avait pu, pendant la Shoah, rapporter de la même façon qu'I24 News le fait aujourd'hui, la détresse d'un peuple et sa tristesse, est-ce que les choses auraient été changées? C'est une des questions que je me pose dans le livre. Et une autre question, vous avez raison, c'est celle de savoir si de l'autre côté de ce territoire qui nous est totalement enfin, imperméable, ça semble drôle après le 7 octobre, mais qu'on ne connaît absolument pas, ben, je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des humoristes ou est-ce qu'il y avait des humoristes à l'intérieur de la bande de Gaza? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des justes qui, comme en 39-45, ont caché des otages, leur ont donné un petit bout de pain supplémentaire, un petit médicament, une petite couverture parce qu'ils avaient froid? Je me pose la question. J'ai envie de vous dire que j'ai envie d'être après tout ça pour pouvoir y aller, pour pouvoir poser ces questions sans avoir peur qu'il y ait une organisation terroriste. Et on l'a vu, hein, il y a un rapport qui a été diffusé il n'y a pas longtemps sur les intimidations de l'organisation terroriste, du Hamas entre autres, mais du djihad aussi, du djihad islamique, sur les journalistes qui se trouvent à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils sont obligés de rapporter certaines choses et d'en taire d'autres. Et forcément, en tant que journaliste, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une curiosité qui est... C'est intenable de ne pas pouvoir aller poser les questions, de ne pas pouvoir recevoir les réponses sans filtre de ces Gazaouis qui souffrent aussi de la guerre parce que bah, la guerre, Mais c'est moche, forcément. c'est aussi une décision, Nathalie Nagar, du gouvernement israélien. Est-ce que si la bande de Gaza avait été ouverte plus fréquemment ou plus régulièrement, notamment à la presse étrangère, on n'aurait pas pu aussi battre plus facilement en brèche ce fantasme du génocide qui maintenant est de plus en plus assumé
portés par les plus Mmh. grandes autorités culturelles, littéraires, politiques qui disent on va assumer maintenant, c'est la dernière pétition en date, de dire nous prononçons le mot de génocide parce que c'est ce qui se passe. Si on avait donné plus à voir, est-ce que ça n'aurait pas forcément peut-être été un peu moins fort? Alors ma réponse, elle est très importante cette question et ma réponse, elle va intervenir en 2 temps. La première réflexion que j'ai déjà posée à des spécialistes et à des experts au sein de l'armée israélienne, je leur ai dit: «Mais pourquoi vous n'ouvrez pas les portes de la bande de Gaza pour que tous les journalistes puissent aller voir par eux-mêmes?» Et ils m'ont expliqué tout simplement: «Mais tu veux qu'il y ait encore plus de morts? Tu veux qu'il y ait un journaliste qui tombe pas par volonté ou par préméditation, sous certaines balles, que ce soit de l'armée israélienne ou de celle du Hamas, et qu'on nous accuse encore d'atteindre et de vouloir porter atteinte à des journalistes. Bon, ça c'est une première réponse. C'est une zone de guerre, il ne faut pas l'oublier, avec tous les dangers que ça peut comporter. La deuxième partie de réponse, elle risque d'être un peu plus ésotérique. Moi, j'ai le sentiment que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et j'ai le sentiment que peu importe le nombre de journalistes qui seraient rentrés à l'intérieur de Gaza, peu importe le nombre de rapports que l'armée israélienne aurait pu donner pour expliquer, on va tirer là, on envoie des flyers, hein, la fameuse technique du knock on the roof, on envoie des flyers et on fait des sommations avant de tirer, même depuis les airs. On- toutes ces techniques qui sont utilisées par l'armée israélienne, avec ces opérations qui sont parfois annulé en dernière minute parce que tout d'un coup, pouf, il y a un enfant ou il y a une femme ou il y a quelqu'un qui semble être innocent. Le Hamas joue avec ça. C'est très compliqué, c'est une guerre urbaine très très compliquée. Et moi, j'ai le sentiment que ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé parce que dans le camp d'en face, puisqu'il faut utiliser ces termes maintenant, dans le camp d'en face, on peut utiliser le mensonge euh, en le posant comme une vérité suprême. Il y a un génocide. Je n'ai pas vu la quantité de nourriture, j'ai pas vu le nombre d'enfants qu'on dit être éliminés, j'ai rien vu de tout, mais il y a un génocide parce que j'en suis sûre, parce qu'on me l'a dit. Parce Voilà, qu'on a c'est envie comme ça. effectivement, on a envie de le croire. Vous écrivez dans votre Voilà. conclusion des mots qui justement là vous dévoilez encore plus par rapport effectivement à cette démarche d'aller se cacher parfois pour donner ses vrais sentiments. Vous écrivez: «En Israël, je me suis trouvé, j'ai rencontré cette juive que j'ai longtemps cherchée, celle qui transmet, qui sait compter». Quoi de plus juif d'ailleurs que d'être journaliste, puisque juif, ça se dit ivri en hébreu, celui qui passe, celui qui traverse, celui qui va de l'autre côté de la rive, celui qui va au-delà des rêves et au-delà des vers, celui qui passe l'info, la réalité, celui qui transmet, celui qui lit au-delà des mots et qui réussit à raconter. Bref, en Israël, je me suis trouvé. 600 jours de guerre, c'est ce qu'on marque en ce moment. Est-ce que la vengeance du 7 octobre ne peut être que la seule réponse? C'est aujourd'hui aussi une question israélienne. Alors, vous utilisez le terme de vengeance. Il me gêne beaucoup ce terme. Je ne suis pas certaine qu'on soit dans la vengeance du 7 octobre. Je Il, f- pense, avec il faut toute bien être l'humilité provocateur face que à la je dois avoir, journaliste quand même, hein. avec toute l'humilité que je dois avoir, parce que je suis pas du tout experte en stratégie militaire, loin s'en faut. Euh, c'est complexe. C'est complexe et il y a encore 58 otages qui sont entre les mains du Hamas, d'autres organisations terroristes ou peut-être même de civils à l'intérieur de la bande de Gaza. Le Hamas rend les otages, la guerre se termine. Donc il y a une équation qui semble simple a priori, mais on sait bien que la guerre c'est bien plus compliqué. On sait bien que la guerre en milieu urbain, en milieu très densément peuplé comme les Gaza, c'est très très compliqué. Nos soldats nous le montrent depuis 19 mois, depuis plus de 600 jours maintenant. Euh, je pense que c'est long, mais d'un autre côté, je parle beaucoup de mes grands-mères dans le C'est vrai, livre. Mes une grands-mères grande référence, qui, l'une a effectivement. vécu la guerre en Algérie et l'autre a vécu la guerre en Alsace-Lorraine. Elles ont vécu 6 ans de guerre pour 39-45 et des émeutes, comme on les appelait, il fut un temps en Algérie, beaucoup, beaucoup d'années avant d'en échapper. Euh, je crois que sur le temps, sur l'échelle de l'humanité, il faut qu'on sache nous aussi avoir un peu d'humilité en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant que journaliste aussi, beaucoup. Ne pas s'impatienter parce qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout.
il y a des choses qui se passent au-delà de nous, et je pense qu'il faut qu'on soit patient, il faut qu'on tienne le coup. Est-ce qu'on a le choix? Dernière question, Nathalie Nagar, est-ce que vous vous cachez encore pour pleurer en tant que journaliste? Je crois que les mots, heu, ont été de bons mouchoirs, dans le sens où les mots m'ont apaisée. Écrire ce livre, ça m'a fait beaucoup de bien, très très égoïstement, ça m'a beaucoup, beaucoup soulagée. Ça m'a permis de comprendre que justement vous parliez tout à l'heure de ce juif qu'on est quand on raconte, et d'apaiser un peu les mots MAUX du cœur avec les mots MOTS. Heu, pour moi, ça a marché, en tout cas. Se cacher pour pleurer, comme je suis très pudique, oui encore, mais continuer à écrire, ça continuera à être le meilleur des remèdes, pour C'est ce moi en qu'on tout vous cas. souhaite effectivement, ça vous a fait du bien de l'écrire et je peux d'ores et déjà vous dire que ça fera du bien de le lire. Il sera donc en librairie le 5 juin, donc publié chez VA Éditions. Les journalistes se cachent pour pleurer. C'était Nathalie Nagar. Merci d'avoir été avec nous au-delà des lignes et à très Merci bientôt sur Mickaël, merci RCJ. beaucoup. À très vite.